Salut les requins, murmura ma belle-fille en me poussant du yacht comme on jette un sac d'ordures à la mer. Mon fils David restait là, à sourire de ce sourire glacé qui transformait son visage en masque mortuaire. Leur plan était d'une simplicité terrifiante, me voler ma fortune de 3 milliards de dollars et effacer toute trace de mon existence. Mais quand ils sont rentrés chez eux plus tard dans la soirée, ivres de leur victoire anticipée, je les attendais dans l'ombre, assise dans mon fauteuil préféré, avec un cadeau très spécial qui allait changer leur vie à jamais. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez, car ce qui va suivre va vous faire frissonner jusqu'aux os. Revenons un peu en arrière, dans cette spirale infernale qui a commencé par un mardi parfaitement ordinaire. Comment une journée si banale a-t-elle pu finir avec moi plongeant dans l'océan Atlantique comme une pierre qu'on lance pour la voir disparaître? À 67 ans, je croyais encore naïvement que la famille signifiait quelque chose, que le sang était plus épais que cette eau salée qui allait bientôt remplir mes poumons. La matinée avait commencé comme un piège doré. David m'avait appelé personnellement, sa voix dégoulinant de fausse tendresse, pas via son assistant comme d'habitude, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alerte hurlant dans ma tête. Il m'invitait à ce qu'il appelait une croisière de célébration sur son nouveau yacht. « Maman, on veut fêter ta récupération après l'opération », avait-il dit, d'une voix si chaleureuse que j'avais prise pour de l'affection sincère. Quelle idiote j'étais! Nous trois, juste nous trois, comme une vraie famille unie par l'amour et non par la cupidité. Je me remettais de mon remplacement de la hanche depuis 6 longues semaines de solitude, et honnêtement, j'étais désespérément prête à voir un signe, n'importe lequel, que mon fils et sa femme Vanessa voulaient encore de moi dans leur vie dorée. Depuis la mort de mon mari Robert il y a 2 ans, depuis qu'il m'avait laissé sa fortune colossale bâtie sur son empire technologique, les choses avaient changé entre nous comme un ciel qui s'assombrit avant l'orage. Elles étaient devenues plus froides, plus calculatrices, plus dangereuses. Je m'étais donc habillée avec un soin méticuleux ce matin-là, dans ma robe bleu marine que Robert disait toujours mettre en valeur mes yeux comme des saphirs, et j'avais pris un taxi jusqu'à la marina en imaginant que peut-être, enfin, nous pourrions redevenir une famille. Le yacht était magnifique, d'un blanc éclatant qui brillait sous le soleil comme un piège parfait, probablement plus cher que la plupart des maisons de cette côte huppée. David m'accueillit sur le quai avec une étreinte qui semblait plus théâtrale qu'une pièce de Broadway, pendant que Vanessa me regardait depuis le pont avec ce sourire tranchant comme du verre brisé, celui qui vous coupe avant même que vous compreniez que vous saignez. « N'est-elle pas belle ?» demanda David en montrant le bateau, comme un vendeur présente son produit. 14 mètres de pur luxe. On pense aller dans les Caraïbes le mois prochain. Ce qu'il ne mentionna pas dans son discours enjoué, c'était qu'il l'avait acheté avec MON Argent, les 3 millions de dollars que je leur avais confiés l'année dernière pour investir dans la société de conseil de David. 3 millions qui, je commençais à le soupçonner avec cette intuition glacée qui vous saisit les entrailles, n'avaient jamais vu l'intérieur d'un compte d'entreprise. La première heure se passa agréablement, comme un dernier repas avant l'exécution. Nous naviguions dans des eaux calmes et trompeuses, la côte du Massachusetts devenant de plus en plus petite derrière nous, s'effaçant comme mes chances de survie. Vanessa servait des mimosas avec la grâce empoisonnée d'une veuve noire et parlait de leur projet de rénovation de la maison, mon ancienne maison que je leur avais cédée après la mort de Robert, pensant qu'un déménagement dans le condo serait plus simple pour une vieille femme comme moi. Puis David commença à poser ses questions, d'abord anodines comme des coups de sonde, sur mon testament, sur les arrangements financiers, sur d'éventuels changements que j'aurais pu envisager pour leur simplifier la vie, accessoirement, leur ouvrir mes coffres. La succession peut être tellement compliquée, maman, dit-il en remplissant mon verre de champagne avec un enthousiasme un peu trop marqué, ses yeux brillants d'une avidité qui me donnait la nausée. On veut juste s'assurer que tout est en ordre. C'est alors que je remarquai Vanessa en train de me filmer avec son téléphone, cette petite vipère numérique. Pas ouvertement, bien sûr, mais en le tenant sous un angle calculé, prétendant prendre des selfies innocents tout en me filmant pendant que je parlais d'argent, construisant des preuves contre moi comme un procureur bâtit son dossier. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans ma tête avec une horrible clarté qui me glaça le sang, l'opération que j'avais subie, le fait qu'ils avaient insisté pour gérer toutes mes formalités administratives après, les procurations temporaires qu'ils avaient apportées à l'hôpital sous prétexte d'aider avec les factures, et ce silence soudain et inquiétant de mon conseiller financier. « David, dis-je d'une voix si calme qu'elle en devenait terrifiante, en posant mon verre avec la précision d'une condamnée, j'aimerais retourner à terre maintenant. » Son masque tomba complètement, révélant le monstre qu'il était devenu. « Je crains que ce ne soit pas possible, maman. »
Sa voix avait changé, devenue plus dure, plus cruelle, plus étrangère. Il faut qu'on parle de ta santé, de tes problèmes de mémoire qui s'aggravent chaque jour. Problèmes de mémoire? J'étais plus lucide que de réunis, ces parasites qui suçaient mon sang. Vanessa s'approcha comme une prédatrice qui sent sa proie faible. Nous avons tout documenté, dit-elle avec cette satisfaction venimeuse. Les médecins sont d'accord. Tu n'es plus capable de gérer tes affaires financières. Absurde. Mais même en prononçant ces mots dans ma tête, je compris avec une terreur glacée à quel point ils avaient préparé ce moment, orchestré ma chute. Le bateau était à des kilomètres du rivage, isolé comme une île de cauchemar. Aucun autre navire en vue, aucun témoin, aucun sauveur. Juste nous trois, l'océan infini et leur plan diabolique, me convaincre de tout signer ou... Maman, on essaie de t'aider, dit David, mais ses yeux étaient froids comme la mort elle-même. On peut le faire à l'amiable ou de force. Le choix t'appartient, mais tu vas signer. Je me levai lentement, ma hanche me faisant toujours mal, mais l'esprit parfaitement clair, aiguisé par la peur et la colère. Et si je refuse? C'est alors que Vanessa sourit. Vraiment sourit, pour la première fois de la journée, révélant ses crocs. Eh bien, femme âgée, opérée récemment, probablement sous médicaments, un peu désorientée sur le bateau. Les accidents tragiques arrivent tout le temps en mer. Elle haussa les épaules avec l'indifférence de celle qui planifie un meurtre. J'avais élevé cet homme, appris à ce petit monstre à faire du vélo, payé ses études, son mariage luxueux, sa maison de rêve, et maintenant il hochait la tête pendant que sa femme me menaçait de mort. Vous êtes fou si vous pensez vous en sortir comme ça. En fait, maman, on a bien réfléchi. David sortit un dossier de papier préparé avec soin. Ta signature ici, transfert immédiat de tous les actifs pour ta propre protection, et tout le monde rentre heureux à la maison. Je regardais ces documents maudits, le visage expectatif et cupide de mon fils, le téléphone de Vanessa toujours en train d'enregistrer ma déchéance. Puis l'océan, vaste et dangereux, mais étrangement moins effrayant que les deux personnes censées m'aimer jusqu'à la mort. Allez au diable, dis-je, et ces mots sonnaient comme ma dernière volonté. Vanessa se glissa derrière moi comme un serpent et murmura ces mots sur les requins qui résonnent encore dans mes oreilles. La poussée ne fut pas violente, ils étaient trop intelligents pour laisser des traces de brutalité. Juste un coup soudain alors que je perdais l'équilibre, regardant l'eau noire qui m'attendait comme une bouche ouverte. Je tombai, robe bleu marine et tout, dans l'Atlantique glacé qui m'avala comme une tombe liquide. En touchant l'eau, j'entendis David crier « Maman !» Oh mon Dieu, maman! Avec cette fausse panique d'acteur raté, mais aussi la voix basse et satisfaite de Vanessa parlant déjà à quelqu'un au téléphone, probablement pour annoncer leur succès. Oui, il faudra déposer la requête d'urgence dès lundi matin. Elle n'est clairement pas compétente non plus. Puis l'eau m'a recouverte, et j'avais des problèmes plus graves que leur trahison. Je suis une nageuse aguerrie. Robert et moi faisions des longueurs ensemble tous les matins, mais le froid a choqué mon corps, et mes vêtements m'alourdissaient. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai refait surface, haletante, juste à temps pour voir le yacht disparaître à toute vitesse. Ils allaient vraiment me laisser là pour mourir. C'est alors que j'ai aperçu le bateau de pêche. Le capitaine Jack Morrison était exactement le genre d'homme qui se jetterait dans des eaux infestées de requins pour sauver une grand-mère en détresse. Dans la soixantaine, buriné par des décennies passées en mer, et doté d'une boussole morale qui semblait avoir fait défaut à ma propre famille. « Bon sang, madame, que vous est-il arrivé ?» demanda-t-il en me tirant à bord avec son petit-fils adolescent. Je tremblais de tout mon corps, mes dents claquaient si fort que j'avais du mal à parler. Jack m'enveloppa dans une couverture qui sentait le sel et l'huile moteur, tandis que Tyler mettait le moteur en marche. Ma famille. Réussis-je à articuler entre deux frissons. Le yacht, on les a vus filer comme des diables, dit Jack avec gravité. Pas un regard en arrière. Quel genre de personne laisse quelqu'un flotter au milieu de l'océan? Le genre qui hérite de 3 milliards si je ne suis pas là pour les arrêter, pensais-je. Mais à voix haute, je dis simplement, le genre qui n'est pas vraiment famille. Jack transmit un message à la garde côtière, tandis que Tyler m'enroulait dans une autre couverture. Ici le Molissu. Nous avons une femme récupérée de l'eau à environ 20 kilomètres au sud-est de Gloucester. Elle est consciente, réactive, mais nécessite des soins médicaux. Attendez, dis-je en agrippant le bras de Jack. Ne dites pas que vous m'avez trouvé. Pas encore. Jack me dévisagea avec l'œil aiguisé de quelqu'un qui a assez vécu pour reconnaître quand quelqu'un fuit autre chose que l'eau froide.
Vous êtes dans une sorte d'ennui. Oui, mais pas de la façon dont vous pensez. Je pris une grande inspiration tremblante. Il faut que j'arrive à terre sans que personne sache que j'ai survécu. Pouvez-vous m'aider? Tyler regarda son grand-père, incertain. Papy, on ne devrait pas. Faut et ne faut pas sont des concepts étranges, dit Jake lentement. Parfois, faire ce qui est juste ne ressemble pas à suivre les règles. Il prit la radio à nouveau. Garde-côte, ici le Molissu. Fausse alerte pour ce sauvetage. Débris flottants dans l'eau. Tout est clair. Alors que nous nous dirigions vers un petit quai privé, Jake savait. Je leur racontais tout sur David et Vanessa, sur l'argent, sur les documents qu'ils voulaient que je signe. Jake écouta sans interruption, son expression s'assombrissant à chaque détail. Donc, ils ont préféré être des orphelins riches plutôt que des enfants pauvres avec une mère vivante, dit Jake quand j'eus fini. Apparemment. Alors, que vas-tu faire? C'était la vraie question. Que ferais-je? J'étais officiellement morte aux yeux de David et Vanessa. Ils rentreraient, appelleraient les autorités, signaleraient ma disparition en mer et joueraient la famille en deuil pendant qu'ils exécutaient les documents préparés. Mais voici le truc avec le fait d'être supposément morte, ça vous donne des options que vous n'aviez pas vivantes. Je vais les laisser croire qu'ils ont gagné, dis-je, étonné de la sérénité de ma voix. Et ensuite, je vais les détruire. Jake sourit pour la première fois depuis qu'il m'avait tiré de l'eau. Voilà un plan qui mérite qu'on y participe. Tyler nous déposa à un petit quai dans une crique que je n'avais jamais vue. Jake connaissait une femme qui tenait un petit bed and breakfast. Pas de question. Paiement en liquide seulement. Madame Chen, une femme robuste dans les 70 ans, qui en voyant mon état misérable commença immédiatement à chauffer de la soupe, ne cligna même pas des yeux quand Jake expliqua que j'avais besoin d'un endroit discret pour rester un moment. Chérie, je dirige cet endroit depuis 30 ans, dit-elle en versant du bouillon de poulet dans un bol. J'ai vu des gens fuir toutes sortes de choses. Tant que tu n'apportes pas de violence ici, tu es la bienvenue. Ce soir-là, pendant que David et Vanessa déposaient probablement des plaintes pour disparition tragique de leur mère, je m'installai dans la cuisine de Madame Chen, vêtue de vêtements prêtés, à planifier leur chute. Jake avait accepté d'être mes yeux et mes oreilles. Son bateau servait légitimement pour des excursions de pêche, ce qui signifiait qu'il était souvent près de la marina où David gardait le yacht. Il pouvait surveiller leurs allées et venues, écouter leurs conversations, peut-être même mener ses propres investigations. Ce que je ne comprends pas, dis-je en sirotant ma 3e tasse de café, c'est comment il comptait rendre tout cela légal. Même si je mourrais accidentellement, il y aurait des procédures, des enquêtes. C'est aussi ce qui me tracassait, approuva Jake. Il devait avoir autre chose qu'un simple complice à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai dressé la liste de tous ceux qui avaient eu accès à mes informations financières depuis la mort de Robert, mon avocat, mon comptable, mon conseiller financier, les directeurs de banque, les gestionnaires de trust. Quelqu'un avait transmis des informations à David et Vanessa, les aidant à planifier tout ça, et j'allais découvrir qui. Mais d'abord, il fallait savoir exactement quelle histoire ils racontaient à propos de ma disparition. Madame Chen avait un vieil ordinateur avec accès à Internet, et j'ai passé des heures à lire des articles sur le tragique accident maritime qui aurait coûté la vie à la veuve de l'homme d'affaires Robert Harrison. Les articles décrivaient une famille en deuil confrontée au déclin mental d'une femme âgée. David était largement cité, parlant de ma confusion et de mes problèmes de mémoire des derniers mois. Vanessa, elle, semblait avoir pleuré devant les journalistes, expliquant combien ils avaient craint pour ma sécurité. Ils avaient même inclus une photo. Moi, à l'anniversaire de David l'année précédente, l'air un peu perdu, tenant un verre. Je me souvenais de ce moment. J'étais confuse parce que personne ne m'avait prévenu que c'était une fête surprise. J'étais arrivée à ce que je pensais être un dîner familial tranquille pour me retrouver face à 20 inconnus dans mon ancienne maison. Mais sur la photo, je paraissais juste vieille et perdue. Exactement l'image qu'ils voulaient projeter. L'avis de décès était déjà en ligne. Margaret Harrison, mère et grand-mère adorée, est décédée dans un tragique accident maritime alors qu'elle profitait d'une sortie avec sa famille dévouée. En lieu et place de fleurs, la famille demande des dons à l'association Alzheimer. Même morte, il manipulait l'histoire de mon prétendu déclin mental. Salaud, marmonnai-je en fermant l'ordinateur portable. Madame Chen leva les yeux de son tricot, préparant quelque chose de spécial pour eux. Oh oui, dis-je. Très spécial, en effet. Les funérailles étaient étonnamment bien fréquentées pour quelqu'un censé mourir de démence.
J'observais depuis le cimetière à travers des jumelles que Jake m'avait prêtées, cachées derrière un hangar de maintenance qui m'offrait une vue parfaite. David n'avait pas lésiné sur les moyens. Cercueil de luxe, vide bien sûr, arrangements floraux élaborés, programme professionnel avec ma photo en couverture. Lui et Vanessa se tenaient au pied de la tombe, vêtus de noir parfaitement coordonnés, acceptant les condoléances des amis, des associés et des personnes à peine reconnues. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la sincérité de certains pleurs. Ma voisine Eleanor sanglotait ouvertement. Mes amis du club de lecture étaient là. Même le docteur Peterson, qui avait géré ma chirurgie de la hanche, semblait grave. Ces gens tenaient réellement à moi, et David et Vanessa acceptaient leur sympathie en sachant pertinemment que j'étais vivante. « Tu vois quelque chose d'intéressant » murmura Jake en se baissant à côté de moi. « À part mon fils qui joue un rôle digne d'un Oscar. »« Regarde qui n'est pas là » ajusta-t-il ses jumelles. « Qui donc ?»« Mon conseiller financier, Richard Barnes. Mon avocat, Patricia Walsh. Mon comptable, Michael Torres. » Je baissai les jumelles, les pièces du puzzle s'assemblant dans mon esprit. Les personnes qui seraient normalement présentes aux funérailles d'une cliente valant 3 milliards étaient absentes. Peut-être occupées par des affaires de succession. Peut-être. Ou peut-être incapables de regarder les gens dans les yeux, tout en faisant partie de ce complot. Après la cérémonie, j'ai observé David et Vanessa manipuler la foule comme des politiciens, serrant des mains, acceptant des accolades, jouant parfaitement leur rôle. Mais j'ai aussi remarqué à quelle vitesse ils écartèrent les gens dès que quelqu'un posait des questions détaillées sur mes derniers jours. Cet après-midi-là, Jake me ramena chez Madame Chen dans son pick-up, prenant un détour pour éviter toute rencontre. J'étais officiellement morte depuis 4 jours, et je commençais à comprendre les avantages uniques de ma situation. « Je dois entrer dans mon ancienne maison », lui dis-je en arrivant dans l'allée. « Ça semble dangereux. Ils y sont probablement en ce moment, non ? » Pas selon les registres de propriété que j'avais consultés ce matin. Ils avaient gardé leur propre logement. Ma maison était vide depuis que j'avais déménagé dans le condo l'année précédente. Je sortis un carnet où j'avais pris des notes. Mais voilà le plus intéressant. Quelqu'un payait les charges, électricité, eau, chauffage. Quelqu'un entretenait la maison. Pourquoi faire cela si personne n'y vit? Bonne question. Je pense qu'il est temps que je découvre. Cette nuit-là, Jake me déposa à 3 rues de mon ancienne maison à Bacon Hill. La maison où j'avais vécu avec Robert pendant 35 ans, élevé David, organisé d'innombrables dîners et fêtes, la maison que j'avais signée à mon fils parce que je pensais que la famille signifiait quelque chose. Il était après minuit et la rue était silencieuse, à part quelques voitures. J'avais encore ma clé. David n'avait jamais pensé à la réclamer et je me faufilai par la porte arrière comme une criminelle dans ma propre maison. La maison paraissait différente. Pas vide exactement, mais quelque chose clochait. J'avançais à travers les pièces familières avec la lampe torche que Jake m'avait donnée, évitant soigneusement les fenêtres donnant sur la rue. Le mobilier du salon était couvert de draps, mais je pouvais voir que de nouvelles pièces avaient été ajoutées. Des pièces coûteuses. Un canapé en cuir valant plus qu'une voiture ordinaire. Un meuble TV qui n'était définitivement pas là quand j'habitais ici. Dans la cuisine, le réfrigérateur était rempli non pas de produits basiques, mais de nourriture fraîche, chère, fromage importé, légumes bio, le genre de produit qui suggère une occupation régulière. Mais c'est dans le bureau, l'ancien cabinet de Robert, que je trouvais ce que je cherchais vraiment. Le bureau était couvert de documents, de papiers légaux, de relevés financiers, pire que tout, d'une chronologie détaillée de ce qu'ils appelaient le projet Margaret. Mon propre nom transformé en code pour mon élimination. Je photographiais tout avec l'appareil jetable que Jake m'avait donné, les mains tremblantes de rage en lisant leur plan. Il travaillait là-dessus depuis plus d'1 an, documentant soigneusement ce qu'il prétendait être des signes de mon déclin mental. Visite chez le médecin où il m'avait entraînée à paraître confuse. Situation sociale où il me mettait en scène pour que je paraisse désorientée. La photo de la fête d'anniversaire dans le journal. Il ne m'avait volontairement pas prévenu que c'était une fête surprise, puis avait capturé ma réaction confuse. L'erreur de médication que j'avais eue 3 mois plus tôt et qui m'avait envoyée aux urgences. Ils avaient échangé mes boîtes d'ordonnances. Chaque moment de confusion, chaque fois où j'avais semblé instable ou oublieuse avait été soigneusement orchestré et documenté comme preuve de démence. Mais le document le plus glaçant était une lettre signée simplement mon, apparemment un de leurs complices. La chronologie doit être accélérée.
Margaret pose trop de questions sur les procurations. Si elle devient suspicieuse et consulte un avocat, tout s'effondre. Je recommande de passer à la phase 3 dans les 2 semaines à venir. La phase 3, selon le plan, était ma mort. Je photographiais le dernier document quand j'entendis une portière claquer dehors. Des phares balayèrent les fenêtres du devant, et j'entendis des voix approcher de la porte. David et Vanessa rentraient de leur performance de deuil. Je rassemblai rapidement mes affaires et me dirigeai vers la porte arrière, mais je pus entendre leur conversation en entrant. « Tu crois que la Peterson a gobé ça? » Elle pleurait trop pour réfléchir correctement. Et puis, qu'est-ce qu'elle va enquêter? Maman est tombée d'un bateau. Ça arrive. Et pour le testament? Combien de temps avant qu'on puisse ouvrir la succession lundi? M'ont dit qu'on aura un accès complet au compte dans 6 semaines. Je me faufilai par la porte arrière dans le jardin, le cœur battant. Mais en longeant la maison vers la rue, j'entendis quelque chose qui me figea. Un bébé qui pleurait. Il y avait un bébé dans mon ancienne maison. David et Vanessa n'avaient jamais mentionné avoir un enfant, ce qui signifiait qu'il y avait plus dans cette histoire que je ne l'avais imaginé. Le bébé changeait tout. Je me cachai derrière les rosiers que j'avais plantés il y a 20 ans, écoutant le bébé pleurer dans mon ancienne maison, et je compris que tout cela ne concernait pas seulement mon argent. C'était quelque chose de beaucoup plus grand. Jake vint me chercher au coin de la rue 15 minutes plus tard. Je tremblais encore en montant dans son camion. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, » dit-il. Pire, j'ai vu mon remplaçant. Je lui racontai l'histoire du bébé, des documents, de ce mystérieux mot qui semblait orchestrer tout. « Un bébé, » répéta Jake lentement. Ils n'ont jamais parlé d'avoir un enfant. Jamais. Et David disait toujours que deux n'étaient pas prêts pour ça, qu'ils étaient trop concentrés sur leur carrière. Je sortis l'appareil photo jetable. Je dois faire développer ces photos, mais pas dans un endroit où il pourrait avoir des contacts. Jake connaissait un gars à Gloucester qui tenait un labo photo rapide, sans poser de questions. En attendant les tirages, nous étions assis dans le camion de Jake, buvant du café de la station-service et essayant de reconstituer le puzzle. Alors, il planifie ça depuis plus d'1 an, dit Jake en étudiant mes notes. À te faire passer pour incompétente, à documenter tout, à infiltrer quelqu'un dans ton équipe financière pour les aider. Et maintenant, il y a un bébé. Ce qui veut dire soit qu'ils ont menti sur le fait d'avoir un enfant, soit une autre possibilité me traversa l'esprit. Ou le bébé n'est pas le leur. Comment ça? Réfléchis. S'ils planifient de voler ma fortune, ils voudraient s'assurer d'avoir un héritier légitime, quelqu'un pour tout recevoir si quelque chose leur arrivait. Mais il leur faudrait un enfant avec le bon sang, le droit légal correct. Jake me regarda, inquiet. Tu crois qu'ils ont volé un bébé? Je crois qu'ils ont fait quelque chose. Et je crois que qui qu'il soit, est la clé pour comprendre quoi. Les photos étaient dévastatrices une fois développées. Preuve claire de leur conspiration d'1 an, avec chronologie, faux rapports médicaux, projections financières montrant comment ils prévoyaient de dépenser mon argent. Mais la photo la plus troublante était la dernière. Un acte de naissance que j'avais presque manqué, glissé sous d'autres papiers. Bébé Harrison, né il y a 3 semaines. Mère Vanessa Harrison, père David Harrison. Mais j'avais été avec Vanessa il y a seulement 4 jours sur ce yacht. Elle ne se remettait certainement pas d'un accouchement. Cet acte de naissance est faux, dis-je à Jake, complètement fabriqué. Alors, à qui appartient ce bébé? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais allongé dans la chambre d'invité de Madame Chen, le regard fixé au plafond, pensant à tout ce que j'avais appris. Mon fils et ma belle-fille avaient passé plus d'1 an à détruire systématiquement ma réputation, planifier mon meurtre et falsifier des documents pour voler ma fortune. Et maintenant, ils avaient un bébé dont ils cachaient l'existence au monde. Le lendemain matin, je pris une décision qui me surprit moi-même. Je retourne là-bas, dis-je à Jake pendant le petit déjeuner. Mais pas à la maison. Je vais les suivre. C'est terriblement dangereux. Margaret, si jamais ils te voient, ils ne te verront pas. Car pour eux, je suis un repas pour poissons. J'étalai une carte locale sur la table de la cuisine de Madame Chen. Écoute, ils doivent emmener le bébé quelque part dans la journée. Crèche, non, quelque chose. Les bébés ne disparaissent pas 8 heures pendant que leurs parents jouent à la famille en deuil. Jake étudia la carte, sceptique. Et tu espères trouver quoi? La vérité sur ce bébé, espérons-le, l'identité de Madame Chen, qui avait écouté en silence en faisant la vaisselle, prit enfin la parole. Il y a un détective privé en ville qui me doit un service.
Professionnel, discret, et excellent pour suivre quelqu'un sans se faire voir. Je ne peux impliquer personne d'autre, protestai-je. Ma chérie, dit madame Chen en s'essuyant les mains avec un torchon, tu es bien trop impliquée pour gérer ça seule. Ces gens ont essayé de te tuer. Ils n'hésiteront pas à recommencer s'ils découvrent que tu es vivante. Elle avait raison, bien sûr. Mais engager un détective privé signifiait admettre à plus de monde que je n'étais pas réellement morte. Cela voulait dire élargir le cercle des personnes connaissant mon secret. Quel genre de service ce détective te doit-il? Madame Chen sourit mystérieusement. Celui où mon petit-fils n'est pas allé en prison pour une bêtise qu'il a faite à 22 ans. Détective Danny Crawford, ancien flic, très fiable et excellent pour faire disparaître les problèmes. À midi, j'étais dans le petit bureau de Danny Crawford, au-dessus d'un sandwicherie du centre-ville de Gloucester, racontant mon histoire pour la 3e fois en une semaine. Danny avait environ 50 ans, des cheveux gris précoces et des yeux d'alerte qui ne laissaient passer aucun détail. Alors, tu veux que je suive ton fils et ta belle-fille, que je découvre ce mystérieux bébé et que j'identifie leur complice. Résuma-t-il après que j'eus fini. Exactement. Et tu es payé avec quoi? Selon les journaux, tous tes biens sont gelés en attendant la succession. Je sortis une enveloppe préparée plus tôt. De l'argent liquide. J'avais mis de côté un peu d'argent d'urgence dans un coffre que David ne connaissait pas. Robert insistait toujours pour garder des liquidités en cas d'urgence. Danny feuilleta les billets, suffisants pour 2 semaines de surveillance, et hocha la tête. Il me faudra des photos des cibles et toutes adresses où elles pourraient séjourner. Je lui donnai tout ce que j'avais, y compris les photos prises lors de mon intrusion dans la maison. Danny les examina attentivement, portant une attention particulière aux documents signés par ce mystérieux mot. Cette écriture me semble familière, dit-il en sortant une loupe. Professionnelle, mais avec des caractéristiques distinctives. Tu veux que je vérifie dans certaines bases de données? Fais ce qu'il faut. Encore une chose, dit Danny alors que je m'apprêtais à partir. Si ces gens sont aussi dangereux que tu le dis, il nous faut un protocole de sécurité. Tu me donnes des nouvelles toutes les 12 heures. Si je n'ai pas de nouvelles, j'apporte tout à la police. J'acceptai, en espérant que cela n'arriverait pas. Moins il y a d'implications officielles, mieux c'est. Du moins, jusqu'à ce que je comprenne exactement ce que David et Vanessa avaient fait. Cet après-midi-là, je retournai chez madame Chen et j'attendis, planifiant. Maintenant, j'avais de l'aide. Une vraie aide, professionnelle. Et en moins de 24 heures, j'allais savoir exactement qui avait tenté de me tuer et pourquoi. Danny Crawford valait chaque centime que je lui avais payé. À la fin du 2e jour, il avait plus d'informations sur les activités de David et Vanessa que je n'en avais obtenues en des mois de vie à leur côté. Ton fils a été très occupé depuis ta mort présumée, dit Danny, étalant des photos sur la table de la cuisine de madame Chen. Plusieurs rendez-vous avec des avocats, 2 visites à la banque et 3 voyages distincts dans un établissement médical privé en dehors de Boston. Établissement médical, Whitmore Reproductive Service. Très exclusif, très cher et très discret. Danny montra une photo de David et Vanessa entrant dans un bâtiment moderne en verre. Ils se spécialisent dans les arrangements de gestation pour autrui pour des clients fortunés souhaitant garder leur vie privée. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et l'image me donnait la nausée. Ils ont acheté un bébé. On dirait bien. Et pas n'importe quel bébé. Ils ont spécifiquement demandé un nouveau-né pouvant passer pour leur enfant biologique. Selon mon contact chez Whitmore, les arrangements avaient été faits il y a 8 mois, payés en liquide avec instruction de préparer le certificat de naissance à l'avance. Madame Chen s'assit, 3 cafés à la main, et nous rejoignit à table. Alors, ils ont planifié ta mort, acheté un bébé pour hériter de ta fortune, et quelqu'un dans ton équipe financière les aidait. À ce sujet, dit Danny en sortant une autre photo. Je crois que j'ai trouvé mon. La photo montrait une femme dans la quarantaine, cheveux auburn courts, porte-documents de luxe, serrant la main de David devant un cabinet d'avocats du centre-ville. Elle me semblait vaguement familière, mais impossible de la placer. Miranda Torres, continua Danny, associée chez Morrison Torres et associés. Il gère la planification successorale de plusieurs familles influentes de Boston. Torres, répétai-je, Michael Torres est mon comptable. Sont-ils liés? Mariés? Et c'est là que ça devient intéressant. Miranda Torres construit discrètement une clientèle de personnes âgées fortunées avec des familles distantes. Elle se spécialise dans ce qu'elle appelle la planification de transition familiale. Je reconnus enfin son visage.
Je l'avais rencontrée il y a environ 6 mois lors d'un événement caritatif que David m'avait traîné. Elle s'intéressait beaucoup à ma planification successorale, posait sans cesse des questions sur mes structures de trust. Je parie qu'elle le faisait parce que Miranda Torres a un modèle d'affaires très précis. Elle identifie des clients âgés fortunés avec des familles éloignées, puis aide ces familles à accélérer leur héritage via ce qu'elle appelle une intervention compassionnelle. « Tu veux dire meurtre ?» dit Madame Chen blattement. « Je veux dire qu'elle crée des cadres légaux permettant aux familles de prendre le contrôle des biens, pendant que la personne âgée est encore en vie, en invoquant incompétence, démence ou capacité diminuée. Elle l'a fait au moins 6 fois ces 3 dernières années. » Danny étala plus de photos. Surveillance de Miranda Torres rencontrant différentes familles, entrant dans divers cabinets d'avocats, visitant ce qui semblait être des établissements médicaux privés. Elle gère toute une opération, trouve des personnes âgées fortunées avec des proches avides, aide à orchestrer des preuves de déclin mental, fournit une couverture légale pour le transfert des biens et prend une part importante de l'héritage. Et si la personne âgée refuse de coopérer ou devient suspicieuse, il y a des accidents, incidents de bateau, chutes, overdoses médicamenteuses. Toujours tragique, toujours plausible et toujours financièrement avantageux pour la famille survivante. Je me sentis malade. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une opération systématique ciblant les personnes âgées vulnérables. Combien de personnes a-t-elle tué que je peux prouver? Aucune. Que je suspecte. Au moins 12 ces 5 dernières années. Elle est très douée pour couvrir ses traces et ne travaille qu'avec des familles capables de fournir des explications plausibles pour les décès. Nous devons l'arrêter. Nous le ferons. Mais d'abord, nous devons comprendre exactement ce que ton fils et ta belle-fille ont déjà mis en route. Selon mes sources, ils ont déposé hier des documents de succession préliminaires. Danny sortit un dossier légal. Ils affirment que tu es décédé sans testament valide, ce qui ferait de tes seuls héritiers. Ils prétendent aussi que tout document existant est invalide car signé alors que tu étais mentalement inapte. Mais j'ai un testament, très précis et détaillé, mis à jour il y a seulement 2 ans. Je sais. Je l'ai trouvé. Danny ouvrit le dossier et sortit un document familier. Mon testament, avec ce qui semblait être ma signature en bas. Mais le texte était complètement différent de ce que je me souvenais avoir signé. Ils l'ont remplacé, murmurai-je en parcourant le document falsifié. Il lègue tout à David avec des dispositions pour tout enfant futur qu'il pourrait avoir, y compris le bébé qu'ils viennent d'obtenir via Whitmore Reproductive Service. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre de Madame Chen, regardant l'océan. Il y a une semaine, j'étais une veuve en deuil essayant de maintenir un lien avec ma famille. Maintenant, j'étais une victime d'assassinat ayant survécu, découvrant que mon fils faisait partie d'une entreprise criminelle ciblant des personnes âgées. Il y a autre chose, dit Danny doucement. À propos du bébé, me tournai-je vers lui. La mère biologique était une jeune fille de 17 ans nommée Sarah Collins. Fuyant le Maine. Sans famille, sans soutien. Miranda Torres l'a trouvée dans un refuge à Portland et lui a offert 50 000 $ pour porter un bébé pour un couple aimant incapable d'avoir des enfants. Où est-elle maintenant? L'expression de Danny était sombre. Selon les dossiers médicaux, elle est morte de complications lors de l'accouchement. Mais j'ai parlé à une infirmière de Whitmore qui se souvenait de Sarah. Jeune fille en bonne santé, grossesse normale jusqu'au jour de l'accouchement. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée. Ils l'ont tuée, dis-je. Je crois, mais je ne peux pas encore le prouver. Danny rassembla ses photos. Ce que je peux prouver, c'est que ton fils et ta belle-fille font partie d'une organisation criminelle qui tue systématiquement des personnes âgées pour leur argent. Et demain matin, il rencontre Miranda Torres pour finaliser le transfert légal de tes biens. Je me rassis, l'esprit en ébullition. Où ça? Bureau de Torres, centre-ville. 10 heures du matin. Je regardais Madame Chen, puis Danny. Ensuite, les photos étalées sur la table, montrant mon fils serrant la main d'un assassin professionnel. Alors, je suppose qu'il est temps pour Margaret Harrison de se relever d'entre les morts. Le plus difficile dans la planification de son retour d'entre les morts, c'est de décider quel public sera choqué en premier. Je pouvais confronter David et Vanessa en privé, leur laissant une chance de s'expliquer, mais cela supposerait qu'ils méritaient une explication. Ou bien rendre ma résurrection publique, les laissant découvrir que j'étais vivante comme le reste du monde. Je choisis une option 3, anti-stratégique. « Tu veux faire quoi ?» demanda Danny quand je lui expliquai mon plan. « Je veux qu'ils sachent que je suis vivante, mais qu'ils ne sachent pas combien je connais leur opération. Je veux qu'ils aient peur,
qu'il soit déstabilisé, qu'il fasse des erreurs. Madame Chen hocha la tête avec approbation. Guerre psychologique. J'aime ça. Le plan était simple mais efficace. Pendant que David, Vanessa et Miranda Torres étaient en réunion au centre-ville pour se partager mes biens, je ferais sentir ma présence de manière subtile. Danny avait découvert qu'il gardait le bébé chez David pendant la journée avec une infirmière privée, embauchée via l'une des sociétés écrans de Miranda Torres. L'infirmière, une femme nommée Carol Peterson, n'avait aucune idée qu'elle s'occupait d'un bébé acheté à la suite de la mort de sa mère adolescente. Carol est une bonne personne, me rassura Danny après avoir vérifié ses antécédents. Maman célibataire, diplôme d'infirmière, casier vierge. Elle pense probablement qu'elle aide une famille légitime. Alors elle mérite de connaître la vérité. Ce matin-là, pendant que David et Vanessa effaçaient légalement mon existence au centre-ville, je me tenais sur le perron de mon ancienne maison et sonnais à la porte. Carol Peterson était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 35 ans, yeux fatigués mais chaleureux. Elle ouvrit la porte, tenant un biberon, vêtue d'un uniforme couvert de motifs d'animaux. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. « Bonjour Carol. Je m'appelle Margaret Harrison. Je crois que vous vous occupez de mon petit-fils. » Le sang se retira de son visage. Elle connaissait ce nom. Il avait été partout dans les journaux cette semaine. La riche veuve morte dans un accident de bateau. « Vous êtes vivante ? » ?»« Oui, j'ai lu les articles. » « Fascinant, même si pas totalement exact. » Je souris doucement. « Puis-je entrer ? Je pense que nous devons parler. » Carole recula, me regardant encore comme si j'étais un fantôme. « Mais vous êtes morte, dans les journaux. » Mon fils a dit beaucoup de choses, apparemment, pas toutes vraies. Je la suivis dans le salon, mon ancien salon, où un bébé était assis dans un transat, gazouillant. « Oh !» soufflai-je en voyant l'enfant pour la première fois. « Oh, toi, magnifique petit être !» Le bébé était parfait, peut-être âgé de 3 semaines, cheveux foncés, yeux bruns sérieux. Habillé de vêtements coûteux, entouré d'équipements pour bébé de luxe valant des milliers de dollars. « Comment s'appelle-t-il » demandai-je en m'asseyant à côté du transat. « Bébé Harrison » dit Carole automatiquement, puis se reprit. « Je veux dire, ils avaient dit qu'il s'appellerait Robert Jr. Comme son grand-père, mais ils n'ont pas encore décidé. » « Ils n'ont pas décidé parce qu'ils ne le connaissent pas assez pour le nommer, dis-je doucement. Parce que ce n'est pas vraiment leur bébé, n'est-ce pas ?» Carole s'affaissa sur le canapé. « Je ne comprends pas. Vous êtes censée être morte. Et David et Vanessa, ils sont censés être des parents en deuil qui ont besoin d'aide pour leur nouveau-né. Carole, tu dois m'écouter attentivement. Ce bébé n'est pas l'enfant biologique de David et Vanessa. Ils l'ont acquis par une gestation pour autrui illégale qui a causé la mort de sa mère biologique, et ils ont tenté de me tuer il y a 6 jours pour pouvoir voler mon héritage et élever cet enfant comme leur héritier. C'est impossible. » Je sortis les photos prises par Danny, les documents que j'avais copiés du bureau de David, les preuves de l'opération criminelle de Miranda Torres. Je montrai tout à Carole, regardant son expression passer de l'incrédulité à l'horreur à mesure qu'elle comprenait l'ampleur de la conspiration. La jeune fille qui a donné naissance à ce bébé s'appelait Sarah Collins, dis-je doucement. Elle avait 17 ans, sans famille, sans soutien. Ils lui ont dit qu'elle aidait un couple aimant incapable d'avoir des enfants. Elle est morte lors de l'accouchement dans des circonstances suspectes. Carole pleurait maintenant, regardant le bébé avec une nouvelle compréhension. Il est orphelin. Oui. Et si David et Vanessa s'en sortent, il grandira en pensant qu'ils sont ses parents, sans jamais savoir que sa vraie mère est morte pour lui donner la vie. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que tu prennes des photos. Documente tout, comment ils le traitent, ce qu'ils te disent, qui d'autre est impliqué. Ensuite, je veux que tu l'aides à grandir en connaissant la vérité sur ses origines. Carole essuya ses yeux et acquiesça. Son vrai nom devrait être Robert Sarah Harrison, d'après son grand-père et sa mère biologique. Parfait. Je passai 1 heure avec Carole et le bébé Robert Sarah, prenant des photos, documentant la maison et expliquant ce qui allait se passer ensuite. Carole accepta de continuer à s'occuper du bébé, tout en collectant des preuves et en me tenant informée des activités de David et Vanessa. « Ils reviendront vers midi, » me dit-elle. « Ils viennent toujours à la maison pour déjeuner, vérifier le bébé, passer des appels, gérer leurs affaires. » Parfait. À ce moment-là, ils auront reçu mon premier message. Pendant que je parlais avec Carole, Danny était occupé au centre-ville. Il s'était garé en face du bureau de Miranda Torres avec un téléobjectif,
prenant des photos de David et Vanessa entrant dans le bâtiment, rencontrant Torres, serrant la main comme s'il signait mon certificat de décès légal. Mais le vrai cadeau venait de Jake, qui avait livré un mot au bureau de leur avocat pendant leur réunion. J'avais écrit sur un papier à lettres élégants. « Cher David et Vanessa, les rumeurs de ma mort ont été largement exagérées. Nous devons parler. Avec amour, maman. PS, mes salutations au petit Robert Sarah. Il est magnifique. » Le mot fut livré par messager à 11h47 précise. Alors qu'ils finalisaient les documents de succession, Danny observa depuis la rue. Ils sortirent du bâtiment en courant, pâles comme des fantômes. La guerre psychologique avait commencé. Et cet après-midi, lorsqu'ils reviendraient à ma maison, s'attendant à trouver leur conspiration intacte, ils allaient découvrir que leur victime prétendument morte avait été très occupée. Parce que je n'étais pas seulement vivante. J'étais en colère, armée de preuves, prête à la guerre. J'étais assise dans mon fauteuil préféré, celui que Robert m'avait offert pour notre 20e anniversaire lorsque David et Vanessa rentrèrent de leur réunion avec Miranda Torres. Je m'étais placée de manière à être la première chose qu'ils verraient en franchissant la porte de ce qui avait été ma maison. L'expression sur leur visage valait les 6 jours passés dans l'océan Atlantique. « Bonjour, mes chéris, dis-je avec courtoisie, sans me lever. Comment s'est passée votre réunion? J'espère que vous n'avez rien signé d'important pendant mon absence. » Vanessa hurla. Vraiment hurla, comme si son pire cauchemar venait de prendre vie, ce qui, je suppose, était le cas. David resta bouche bée, toujours tenant ses clés, me fixant comme si je pouvais disparaître si je clignais des yeux. Surprise? Demandai-je. Je dois dire que les rapports sur ma mort étaient terriblement prématurés. Même si j'ai aimé lire mon propre nécrologe. Des dons pour Alzheimer? Vraiment? Jolie touche. Carole apparut depuis la cuisine, portant le bébé Robert Sarah. Elle était restée à l'arrière de la maison comme prévu, prête à être témoin de ce qui allait suivre. Madame Harrison m'a demandé de sortir le bébé, dit Carole nerveusement. Elle voulait rencontrer son petit-fils correctement. Son petit-fils? Murmura Vanessa, la voix chevrotante. Carole, cette femme, elle est morte, complétai-je. Oui, nous avons couvert ça. Apparemment, se noyer est plus difficile qu'il n'y paraît, surtout quand de bonnes personnes sont là pour vous sortir de l'eau. David parvint enfin à parler. Maman, nous pensions que la garde côtière. La garde côtière a cherché des débris, pas des survivants. Étonnant comment ça marche quand personne ne signale réellement une personne tombée par-dessus bord. J'acceptai le bébé de Carole, le tenant confortablement dans mes bras. Bonjour, petit Robert Sarah. Je suis ta vraie grand-mère, pas celle qui essaie de t'acheter avec de l'argent ensanglanté. Il ne s'appelle pas Robert Sarah. Craqua Vanessa, reprenant un peu de contenance. Son nom est ce que nous décidons, parce que c'est notre fils. Vraiment? Je regardais le bébé, qui me regardait avec ses yeux bruns sérieux. Dites-moi, Vanessa, quand exactement avez-vous accouché? Parce qu'il y a 4 jours sur ce yacht? Vous ne ressembliez certainement pas à quelqu'un qui aurait accouché 3 semaines plus tôt. J'ai pleuré. L'accouchement était privé. Oui, très privé en effet. Tellement privé que la vraie mère est morte lors de l'accouchement dans des circonstances mystérieuses. Je les regardais, tous les deux. Saviez-vous qu'elle s'appelait Sarah Collins? 17 ans, du Maine. Aucune famille pour poser des questions lorsqu'elle a disparu. Le silence dans la pièce était assourdissant. Carole halta, se couvrant la bouche de la main. C'est impossible, dit David. Mais sa voix manquait de conviction. Nous ne, jamais. Jamais quoi? Jamais conspiré avec Miranda Torres pour gérer une opération de gestation illégale. Jamais systématiquement empoisonné la réputation d'une vieille femme pour voler sa fortune. Jamais poussé votre propre mère d'un yacht et laissé pour morte. Je me levai lentement, tenant toujours le bébé. Quelle partie exactement ne feriez-vous jamais, David? Vanessa se remit la première, son choc se transformant en le calcul froid que j'avais vu sur le yacht. Prouvez-le. Vous pouvez faire toutes les accusations que vous voulez, mais les prouver, c'est une autre affaire. Oh, mon cher, dis-je en souriant pour la première fois depuis leur entrée. Vous n'auriez vraiment pas dû dire ça. Carole, pourrais-tu emmener Robert Sarah dans sa chambre pour sa sieste? Demandai-je, ne quittant pas des yeux David et Vanessa. Les adultes ont besoin de parler. Après le départ de Carole avec le bébé, je me dirigeai vers la cheminée où David avait exposé plusieurs photos de famille, aucune ne m'incluant. J'avais remarqué. Asseyez-vous, dis-je,
ma voix portant l'autorité qui avait autrefois dirigé le personnel de maison de Robert. Tous les deux. Ils s'assirent, encore sous le choc. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai fait la semaine dernière, pendant que vous planifiez mes funérailles et partagez mes biens. Je sortis un dossier manilla de derrière le coussin du fauteuil. J'ai enquêté, appris et documenté. J'étalai les photographies que Danny avait prises sur la table basse, David et Vanessa rencontrant Miranda Torres, plusieurs visites à Whitmore Reproductive Service, documents financiers montrant les paiements en liquide pour le bébé. Voici Miranda Torres, dis-je en pointant une photo. Elle se spécialise dans l'aide aux familles comme la vôtre pour accélérer leurs héritages via ce qu'elle appelle l'intervention compatissante. En clair, elle aide des proches cupides à tuer des personnes âgées pour leur argent. C'est ridicule, dit Vanessa. Mais elle regardait les photos, l'alarme grandissant. Et j'ai des documents de 6 autres cas où Miranda Torres a fourni une couverture légale à des familles souhaitant la mort de leurs aînés. 6 autres familles qui ont soudainement eu des accidents, pratiques, après des signes de déclin mental artificiellement induits. J'ai sorti un autre ensemble de documents. Comme Mrs. Eleanor Walsh, 73 ans, tombée dans ses escaliers 3 semaines après que son fils ait commencé à ajouter des sédatifs dans son thé du soir. Son fils a hérité de 2 millions. David devint très pâle. Maman, tu te fais peur avec des théories du complot. Ou M. Charles Bennett, 68 ans, mort dans un accident de voiture après que sa fille ait convaincu son médecin de modifier sa médication. Sa fille a hérité de 4 millions. Je regardai David droit dans les yeux. Ce ne sont pas des théories, fils. Ce sont des meurtres. Et vous faites partie de la même opération. Nous n'avons tué personne, dit Vanessa précipitamment. Même si ce que vous dites à propos de cette Torres est vrai, nous n'avons jamais réellement fait de mal à quelqu'un. Vraiment? Et Sarah Collins? Silence. Et cette jeune fille de 17 ans dont vous avez acheté le bébé? Celle qui est morte lors de l'accouchement dans des circonstances suspectes? Dont la mort vous a permis de justifier l'héritage de ma fortune? Ce n'était pas. Nous ne savions pas, commença David, puis se tut. Nous ne savions pas que Miranda Torres dirigeait une opération de bébé de marché noir avec des adolescentes vulnérables. Nous ne savions pas que ces filles avaient l'habitude de mourir pendant l'accouchement. Nous ne savions pas que nous étions complices de meurtre. Je sortis un autre document, le certificat de décès de Sarah, obtenu par Danny. Sarah Collins est morte d'un arrêt cardiaque inattendu lors de l'accouchement, selon le médecin légiste. Mais selon l'infirmière présente, Sarah était en bonne santé, jeune, et sans signe de détresse jusqu'au moment où elle a cessé de respirer. Carole était revenue et se tenait dans l'encadrement de la porte, écoutant tout. La même infirmière, poursuivis-je, m'a dit que Miranda Torres était présente lors de l'accouchement et qu'elle a personnellement administré ce qu'elle a prétendu être un médicament de routine quelques minutes avant que Sarah n'entre en arrêt cardiaque. Votre enquêteur? Demanda David, incrédule. Oh oui. Pensiez-vous que je gérais cela seul? J'ai un détective privé, des photos de surveillance, des relevés financiers, des documents médicaux et des témoignages de multiples sources. Je souris froidement. Nous avons atteint le continent à l'heure prévue, le cœur battant à tout rompre. Le plan était simple mais terriblement risqué. Je devais me livrer à David et Vanessa, leur laisser croire qu'ils avaient gagné, tout en faisant confiance à Danny et Jack pour intervenir au moment crucial et sauver à la fois moi et le bébé Robert Sarah lorsque Miranda Torres viendrait nettoyer les traces. C'est le plan le plus stupide que j'ai jamais entendu, murmura Mrs. Chen alors que nous préparions notre retour. C'est le seul moyen de sauver ce bébé, répondis-je en vérifiant une dernière fois les dispositifs d'enregistrement cachés que Danny m'avait remis, et pour obtenir suffisamment de preuves pour faire tomber toute l'opération de Torres. Le trajet jusqu'à l'ancienne maison de David et Vanessa fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Le soleil commençait à peine à percer l'horizon, et l'ombre de Miranda Torres planait sur nous comme une menace invisible. Nous devons faire attention, dit Jack. Ils savent que quelqu'un est impliqué maintenant. Torres n'hésitera pas à frapper fort et vite. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai respiré profondément et j'ai franchi la porte, prête à jouer mon rôle. David et Vanessa m'attendaient, inconscients du piège que nous avions tendu. Leurs visages ont pâli en me voyant, et cette lueur de victoire qu'ils espéraient voir dans mes yeux avait disparu, remplacée par la détermination glaciale de quelqu'un qui avait survécu à sa propre mort. « Bonjour, maman, » dit David, essayant de masquer sa panique. « Bonjour, mes chers, » répondis-je calmement, laissant planer un silence pesant. « Vous étiez impatient de voir votre plan réussir, n'est-ce pas? »
Eh bien, il est temps de voir comment se comporte la vérité. À ce moment, Danny et Jake étaient en position autour de la maison, prêts à intervenir. Les caméras et enregistrements étaient activés, capturant chaque réaction, chaque geste de David et Vanessa. Ils ne savaient pas encore que le piège se refermait. Le plan était risqué, mais la récompense, sauver Robert Sarah et mettre un terme à la chaîne meurtrière de Miranda Torres, valait chaque seconde de tension. La partie finale allait commencer, et cette fois, l'avantage était de mon côté. Je tenais Robert Sarah contre moi, sentant enfin un peu de soulagement après ces dernières semaines. Ses petits doigts s'accrochaient aux miens, innocents et confiants, un contraste saisissant avec l'obscurité que nous venions de révéler. David et Vanessa étaient encore effondrés sur le canapé, leurs expressions figées entre l'horreur et l'incrédulité. Ils venaient de voir l'étendue de leurs actes exposés, et maintenant les agents fédéraux leur lisaient leurs droits. La réalité des conséquences venait enfin les atteindre. L'agent Sarah Chan s'approcha silencieusement. « Margaret, vous avez fait preuve d'un courage incroyable. Pas seulement pour vous, mais pour cet enfant. » J'ai hoché la tête, sentant une vague de soulagement m'envahir. Nous l'avons sauvé. C'est tout ce qui compte maintenant. Carole, épuisée mais souriante, ajusta le bébé dans ses bras. Il est en sécurité. Et il grandira en connaissant la vérité. Il ne sera pas élevé dans le mensonge. Les agents agissaient avec efficacité, cataloguant les preuves, sécurisant les documents et veillant à ce que le réseau de Torres fasse face à la justice. Danny Crawford, désormais révélé comme un ancien agent du FBI sous couverture, discutait avec l'agent Chan, confirmant que l'opération avait été complètement démantelée. Je regardais autour de mon ancien salon, l'endroit où trahison, cupidité et meurtre s'étaient rencontrés. Mais maintenant, c'était une scène de justice et de survie. Les mois de conspiration contre moi, la peur, la quasi-mort, tout s'achevait ici. J'embrassai doucement le front de Robert Sarah. « Tu auras un avenir, petit. Un vrai avenir, plein d'amour et de vérité. » Dehors, le vent de l'Atlantique apportait l'odeur de la liberté. Je savais que le chemin à venir ne serait pas simple, il y aurait des batailles judiciaires, l'attention des médias et la tâche de reconstruire ma vie, mais, pour la première fois depuis des semaines, je ressentais la paix. Miranda Torres passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. David et Vanessa feraient face aux conséquences de leur cupidité et de leur cruauté. Et Robert Sarah, il grandirait en sachant qui est sa véritable grand-mère, entouré de personnes qui se soucient vraiment de lui. Enfin, je respirais profondément, sentant le soleil sur mon visage. Survivre ne suffisait pas, j'avais renversé la situation, exposé les criminels et sauvé une vie innocente. Et pour Margaret Harrison, c'était victoire suffisante. Au moins, la partie dangereuse était terminée. Mais la vraie guerre ne faisait que commencer dans les salles d'audience froides comme des morgues. La partie légale a pris des mois de témoignages qui ressemblaient à l'ouverture d'un tombeau plein de secrets. David et Vanessa ont été accusés de complot en vue de commettre un meurtre, de fraude, de maltraitance envers une personne âgée et de complicité dans la mort de Sarah Collins, cette jeune fille dont l'histoire allait révéler l'ampleur de leur monstruosité. Ils ont tous les deux accepté des accords de plaidoyer, comme des rats qui négocient leur survie dans un navire qui coule. 25 ans pour David, ce fils que j'avais porté dans mon ventre et nourri de mon amour. 20 ans pour Vanessa, cette vipère qui avait empoisonné ma famille. Miranda Torres, la marionnettiste de ce cauchemar, a été jugée et condamnée sur tous les chefs d'accusation comme une reine déchue de son trône sanglant. Elle a écopé de la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, enfermée pour toujours dans sa propre toile d'araignée. Le réseau qu'elle avait construit comme une pieuvre géante a été démantelé membre par membre au cours de l'année suivante. 17 autres complices ont été arrachés de leur cachette comme des vers dans un fruit pourri, des médecins légistes corrompus qui maquillaient la mort en accident, des avocats spécialisés en succession qui pillaient les héritages, et des membres de famille qui avaient vendu leur âme pour participer à ces meurtres orchestrés. L'enquête a révélé que cette organisation diabolique avait volé plus de 200 millions de dollars à des victimes âgées dans 6 États, transformant l'amour familial en âme mortelle. Mais le résultat le plus important, celui qui a réchauffé mon cœur glacé par tant de trahison, était le petit Robert Sarah. Je l'ai adopté légalement avec le soutien complet du système judiciaire et de la famille élargie de Sarah Collins, cette courageuse jeune fille retrouvée vivante au Canada comme un miracle surgissant des ténèbres. Ils étaient reconnaissants qu'une personne soit prête à élever le fils de Sarah et à lui raconter la vérité sur sa jeune mère courageuse qui avait essayé de lui offrir une vie meilleure au prix de la sienne.
Son vrai nom est Robert Sarah Harrison, ai-je expliqué au juge de la cour de la famille, ma voix tremblant d'émotion. Robert pour son grand-père qui n'a jamais pu le connaître, Sarah pour sa mère biologique qui est morte en le protégeant, et Harrison parce que c'est la famille qui l'aimera et l'élèvera en lui disant la vérité sur ses origines douloureuses mais héroïques. Le juge, une femme dans les 60 ans qui suivait de près cette affaire comme un roman noir devenu réalité, a souri avec cette tendresse qu'on réserve aux fins heureuses. Je pense que Sarah Collins serait fière de la manière dont son histoire s'est terminée, a-t-elle murmuré. J'ai maintenant 72 ans, 5 ans plus tard, et Robert Sarah est devenu un petit garçon remarquable qui sait exactement qui il est et d'où il vient, sans mensonges ni secrets empoisonnés. Il sait que sa mère biologique était une adolescente courageuse nommée Sarah qui voulait lui offrir une bonne vie même si cela devait lui coûter la sienne. Il sait que son père adoptif et sa belle-mère ont essayé de l'utiliser dans un complot qui a coûté la vie à Sarah. Et surtout, il sait que parfois, les personnes censées vous aimer le plus sont celles dont il faut se protéger comme de la peste. Madame Chen dirige toujours son bed and breakfast qui sent bon les secrets et la rédemption, bien qu'elle ait ajouté une activité secondaire en tant que consultante, et dans d'autres personnes âgées qui soupçonnent que leur famille pourrait ne pas avoir leurs meilleurs intérêts à cœur. Jack Morrison continue ses excursions de pêche, mais il est également devenu une sorte de légende locale pour avoir sauvé des grand-mères mourantes de l'océan Atlantique, ce héros improbable qui surgit des vagues. Et Danny Crawford, l'agent Crawford, travaille toujours pour le FBI, mais il m'envoie chaque année des cartes de Noël avec des photos d'autres personnes âgées dont il a sauvé la vie, comme autant de trophées contre la mort. Quant à David et Vanessa, ils croupissent toujours en prison dans leurs cellules qui sentent le regret et la défaite. David m'écrit parfois des lettres pathétiques, essayant d'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait, demandant un pardon que je ne lui accorderai jamais, affirmant qu'il a été manipulé par des personnes plus intelligentes que lui. Je ne réponds pas. Ces mots brûlent dans la cheminée, comme ces mensonges ont brûlé notre lien. Parce que voici ce que j'ai appris pendant ma semaine en tant que femme supposée morte, cette renaissance dans les eaux glacées de l'Atlantique. La famille ne consiste pas en le sang qui coule dans les veines, l'obligation qui enchaîne ou l'héritage qui corrompt. Il s'agit de se présenter quand quelqu'un a besoin de vous, de protéger les vulnérables comme des trésors précieux et de choisir l'amour plutôt que la cupidité chaque jour, à chaque respiration. Robert Sarah et moi avons maintenant ce genre de famille, bâtie sur la vérité et non sur les mensonges. Une famille où personne n'est poussé d'un bateau pour nourrir les requins, où personne ne vole des fonds en fiducie comme un parasite, et où personne ne doit mourir pour que quelqu'un d'autre s'enrichisse sur son cadavre. C'est une bien meilleure famille que celle dans laquelle je suis née, et certainement meilleure que celle que j'ai élevée de mes propres mains aveugles. Merci d'avoir écouté cette histoire qui m'a pris tant d'années à oser raconter. N'oubliez pas de vous abonner si cette vérité vous a transpercé, et n'hésitez pas à partager votre propre histoire dans les commentaires. Vos secrets, vos trahisons, vos victoires comptent. Votre voix a le droit d'exister dans ce monde de silence.